Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. Enoha Huuti, le rameur de 34 ans porté disparu depuis hier dans la rade de Papeete, n'a toujours pas été retrouvé. Sa famille demande désespérément de l'aide pour retrouver le corps de la victime. Deuxième jour du procès Sarano au tribunal correctionnel de Papeete. Focus ce soir sur Gilles Moura, l'homme de main présumé de Tamato Alfonsi à Tahiti, celui qui réclamait les impayés des clients qui lui achetaient de l'aïs. À Kokura, au Tuamotu, la sécheresse devient préoccupante. Le manque d'eau potable a obligé le maire de la commune à mettre en place une distribution de bonbonnes d'eau potable pour les familles. Pas de nouveau bilan du Covid-19 ce mardi, mais une question, alors que le pic de l'épidémie est attendu pour le mois de décembre, le pays et les centres médicaux de la Polynésie sont-ils prêts au cas où la situation s'aggrave? Élément de réponse dans quelques instants. Enfin, du street art pour terminer, deux artistes locaux, HTJ et Chronos, reviennent pour une nouvelle co-exposition à découvrir à partir du 15 octobre à la Galerie Winkler. Découvrez en avant-première quelques-unes de leurs œuvres en fin de ce journal. Je vous le disais en préambule, Enoha Huuti, 34 ans, porté disparu depuis hier dans la rade de Papeete, n'a toujours pas été retrouvé en cette fin de journée. Ses frères, accompagnés par les pompiers de Fa'a et la brigade nautique de la gendarmerie, ont parcouru la rade de Papeete à la recherche d'un corps afin que la famille puisse faire son deuil. Une famille complètement effondrée. Brigitte Olivier, Vito Tapo et Hiro Terurotua. Je vous demande de nous aider, s'il vous plaît. Que dire? Quelle question poser quand deux frères éplorés cherchent leur cadet? Ils savent maintenant qu'il ne reviendra pas, que c'est fini, que la mer l'a emporté. Alors ils veulent juste récupérer ce qu'elle voudra bien leur rendre. Nous, la famille, nous en train toujours de chercher le petit frère. Et on demande à vous tous, si vous êtes là, vous nous écoutez, aidez-nous à retrouver notre petit frère, s'il vous plaît. C'est dur, c'est vraiment dur pour un sportif comme lui arriver à ce stade-là. Aujourd'hui, on demande beaucoup d'aide à la marine et à les sapeurs-pompiers de venir récupérer notre frère sous cette eau-là. Les circonstances du drame sont pourtant si banales. Un jeune homme en pleine forme qui rentre du travail et part faire son entraînement à la rame. Sur le plan d'eau, à l'endroit où la victime a disparu, les amis se sont joints aux recherches et ne comprennent pas ce qui a pu se passer. C'était son parcours, hein? Ça fait bientôt 3-4 mois, ça fait longtemps aussi. Il rame. Du coup, ça t'étonne un peu aussi que ce soit arrivé ou ça peut arriver? Ça peut arriver à tout le monde aussi. Hein? À terre aussi, les proches sont là et guettent. Ils ne savent pas trop quoi, mais il faut réconforter la belle-mère qui s'entendait si bien avec celui qui était devenu comme son fils. Je reste là, je vais attendre. Jusqu'à qu'on retrouve le corps. vous espérez que... J'espère beaucoup, avec l'aide de tout le monde. Et tout le monde s'y est mis. Les secours n'ont pas arrêté jusqu'à la nuit. Les recherches ont repris ce matin et les gendarmes ne veulent pas laisser tomber la famille. C'est la découverte du corps qui nous donnera la deadline. Pour l'instant, on cherche à l'endroit où le témoin hier a vu la personne sondée. On fait des cercles autour du point et on cherche autour de ce point. Courant rentrant, courant sortant, plus de 24 heures se sont écoulées depuis la disparition du jeune homme. Son fils fêtera son 12e anniversaire dans 3 jours, pour la première fois sans son papa. Voilà, les recherches reprendront demain et nous souhaitons beaucoup de courage à la famille. Au chapitre judiciaire maintenant, suite du procès Saranoe au tribunal correctionnel de Papeete, parmi les 25 prévenus impliqués dans ce trafic d'aïs en provenance de Mexique, Gilles Moura, celui qui réclamait les impayés des clients à Tahiti pour le compte de Tamato Alfonsi. Les gens ont peur de moi, ils savent que quand je ne viens pas les mains vides. Autrement dit, Gilles Moura était toujours armé et redouté. Le résumé de l'audience de Lucille Guichet-Tirao et Jérôme Lee. Gilles Morat s'exprime en premier à la barre ce matin. Longiligne et posé, il est surtout un consommateur d'aïs soupçonné d'être un important revendeur pour Tamato Alfonsi et son homme de confiance sur Tahiti. Déjà condamné dans la Hawaiian Connection, il raconte d'abord l'envoi d'un colis depuis Las Vegas avec 190 grammes d'aïs interceptés par les douanes. Puis l'envoi de 2 mules qui auraient récupéré 1,2 kg à chaque voyage auprès de Tamato Alfonsi.
En filigrane, la violence lorsqu'une transaction se passerait mal. Les enquêteurs retrouveront un taser, une matraque, des gants abritant des couteaux et des munitions. Nous sommes ici sur des problèmes de détention, de stupéfiants, importation de stupéfiants, vente, mais pas de violence. Ce n'est pas l'objet du débat. Donc c'est la première chose que j'écarterai lorsque la parole me sera donnée. Ensuite, ce que je retiens des auditions de ce matin, c'est que M. Morat est fidèle à sa ligne de conduite, c'est-à-dire qu'il maintient toutes ses déclarations, en l'occurrence, qui consistent à reconnaître tous les faits qui lui sont reprochés. Puis c'est au tour d'une mère de famille, soupçonnée d'être une nourrice, de garder de l'argent ou d'abriter le conditionnement de l'ice à son domicile. Des initiatives qu'elle affirme avoir prises au nom de l'amitié et de son addiction. Au-delà de la consommation de stupéfiants, ce qui liait en fait toutes les personnes qui gravitaient autour d'elle, c'était aussi l'amitié. Il y avait de grandes discussions où ces gens-là ne consommaient pas d'ice. Donc elle n'a pas vraiment pris véritablement d'initiative, à part celles pour lesquelles elle se sentait devoir le faire à cause de son amitié. Les 25 prévenus sont soupçonnés d'avoir participé à des degrés divers à l'importation et l'écoulement de 40 kilos d'ice au total en Polynésie, ce qui en fait à ce jour le plus important trafic démantelé. Voilà, je rappelle que les 25 prévenus impliqués de près ou de loin dans ce trafic de stupéfiants seront entendus jusqu'à vendredi prochain. Direction les Tuamotu à présent pour parler d'un problème récurrent, la sécheresse. L'eau ne coule pas à flot. Les populations sont donc obligées de collecter l'eau de pluie, comme à Kaukura, où justement il n'a pas plu depuis plusieurs semaines. Les cuves d'eau se vident et même les puits artisanaux dont se sont équipées les familles pour récupérer l'eau saumâtre des sols pour les tâches ménagères s'assèchent également. La commune de Kaukura a dû mettre en place un service de distribution de bobonnes d'eau potable à raison de 3 fois par semaine, comme en témoigne une habitante et le maire de Kaukura au micro de Lindsay Roua. Chez nous, c'est complètement vidé. Et même on a un puits d'eau, ça ne monte pas l'eau. Nous distribuons de l'eau potable pour toute la population gratuitement et ils ne payent pas l'eau gratuitement. Et en attendant la saison des pluies en novembre, la saison sèche devrait encore perdurer tout le mois d'octobre, selon le site de Météo France. Nous vous le disions hier soir, la Polynésie déplore une 7e victime du Covid-19 alors que le pic de l'épidémie est attendu pour le mois de décembre. Le pays et surtout l'hôpital du Taoné sont-ils prêts au cas où la situation s'aggrave? C'est ce qu'ont tenté de savoir pour nous Natacha Silagi et Mirko Vanfo. Le gouvernement l'a annoncé officiellement. Le pic de l'épidémie est prévu pour la fin de l'année. La Polynésie est-elle prête à y faire face? Les pharmaciens s'organisent. On a des petits paquets individuels qu'on peut mettre dans la poche ou sac à main, des paquets familiaux, paquets de 30, donc ça c'est intéressant aussi. Ici, 30 000 masques chirurgicaux ont été commandés pour pallier une éventuelle montée en puissance de l'épidémie. Et des centaines de solutions hydroalcooliques, fabriquées localement, sont livrées chaque semaine. On a reçu pas mal de masques chirurgicaux, donc c'est des boîtes de 50 masques chirurgicaux. On en a aussi dans la réserve derrière. On a reçu des gants. On a des blouses, on a des lingettes antiseptiques. Donc vous êtes fin prêt si jamais il devait y avoir le pic annoncé pour le mois de décembre-janvier? Du coup, oui, maintenant, au jour d'aujourd'hui, on s'est préparé à une éventuelle reconnaissance de cas, donc on a préparé nos stocks. Direction la pharmacie de l'hôpital, 15 jours de stock. Le reste est dans des hangars à Tiperoui. Ici, 300 000 masques chirurgicaux et 100 000 solutions hydroalcooliques. Avec de l'oxygène fabriqué en Polynésie grâce à l'air extérieur. 40 lits en réanimation dédiés au Covid. L'objectif étant de ne pas saturer l'hôpital. En termes de ressources médicamenteuses et en termes de matériel pour faire face à ça, on a suffisamment de masques, les masques respiratoires, bien sûr les masques P2 quand on prend plus de risques, notamment pour les soignants, des solutions hydroalcooliques et bien sûr tous les médicaments qui permettent de prendre en charge les patients qui vont aller en réanimation. Et puis vous fabriquez vous-même l'oxygène à l'hôpital? Alors oui, on fabrique pas mal de choses à l'hôpital, en particulier l'oxygène. Le gouvernement l'assure, tout est prêt pour faire face à une hausse soudaine des hospitalisations. Nous avons en effet équipé notre structure principale qui est le CHPF d'un certain nombre de moyens
qui pourrait permettre de la mise en place de nombreux soit lits de réanimation, soit de moyens en type de thérapeutique, c'est-à-dire oxygène, la nécessité d'avoir ce qui va bien en oxygène, ce qu'il est nécessaire de faire, et puis d'autres systèmes de type respirateur ou autre. D'autres structures hospitalières comme Taravao, Turoa ou Teiuhae seraient en mesure d'accueillir les malades du Covid selon le gouvernement. Reste à savoir si le personnel soignant serait assez nombreux. Il faut 8 personnels de santé 24 heures sur 24 pour un seul lit en réanimation. Et on ne le dira jamais assez, les gestes protecteurs, ne les oubliez pas, comme le port du masque et la distanciation physique. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez, éternuez dans un mouchoir à usage unique et évitez de vous serrer la main. En cas de doute sur votre état de santé, appelez le 40 45 50 00 ou le 15 en cas d'urgence. Et la Covid-19 qui n'arrange pas aussi les actions humanitaires, comme à Beyrouth, la capitale libanaise touchée par 2 explosions le 4 août dernier. Le bilan est lourd, 6500 blessés. L'association Les Amis du Liban et le Club polynésien de la francophonie organisent justement une collecte de dons pour soutenir les bénévoles sur place, comme nous l'explique Joseph Maroun, le consul honoraire du Liban à Tahiti, qui était l'invité café de ce matin. Vous parliez au début du journal de la Covid. La Covid, c'est progressé et quand il y a une concentration de peuple avec des lieux de soins qui sont totalement ou partiellement détruits, une des premières idées, c'était offrir une ambulance qui portera les couleurs de la Polynésie. C'est une façon aussi à nous de montrer que la Polynésie, qui est au bout du monde, est sensible aussi à ce qui s'est passé au Liban. Il y a actuellement des soldats, même tahitiens, qui contribuent avec l'armée française à déblayer et à nettoyer le port de Beyrouth. Et c'est une fierté pour mon côté polynésien que la Polynésie soit présente dans ces moments très difficiles que traversent les Libanais. Et pour tout savoir sur la situation économique du Fénois, suivez en radio demain matin, 7h10. Nicolas Prudhomme, le directeur de l'ISPF, sera l'invité café de votre matinale radio. Et malgré la crise sanitaire et la rareté des touristes à Tubuai, les prestataires ne baissent pas les bras alors que le Red Lechi a été annulé. La journée mondiale du tourisme a été l'occasion pour le comité de l'île et ses partenaires d'organiser un accueil des plus chaleureux pour les nouveaux arrivants avec un orchestre musical, des couronnes de fleurs et une dégustation de fruits locaux. Une opération de séduction et de promotion plébiscitée par les touristes et la population, comme le précise le président du comité du tourisme Wilson Doom au micro de Gilles Busseuil. On ne vit pas du tourisme à Tubuai, mais il est important de continuer le travail sur la promotion de cette île. En ce moment, depuis la pandémie, c'est plutôt les locaux de Tahiti. On a pas mal progressé ces dernières années depuis l'installation de la plongée et ça permet une nouvelle activité qui plaît aux touristes parce que c'est la seule île des Australes où il y a la plongée sous-marine et je pense que l'accent doit se mettre autour des activités. Des activités touristiques, c'est ce qu'envisage aussi de créer la commune de Papeete dans la zone industrielle de Whareute. Pour ce faire, l'État a cédé près de 9000 m² de terrain à des sites de la Défense à la ville de Papeete à l'euro symbolique. Le maire Michel Billard souhaite y développer plusieurs activités, port à sec, marina, restaurant, une manne financière qui pourrait rapporter 800 millions par an à la commune. Mais avant d'en arriver là, la commune devra dépolluer les lieux. Pour cela, l'État apporte son aide, 243 millions. On écoute le commissaire Dominique Saurin et le maire de la capitale au micro de Sandrouli. C'était la dernière parcelle. Au total, on aurait rétrocédé 22 hectares. Ici, c'était la dernière. C'est presque 8000 m² situé en plein centre de Papeete. Ça représente à peu près une valeur de 700 millions de francs. Donc c'est conséquent. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la continuation de la promenade du front de mer. On a commencé par Toata. Maintenant, on est en train d'aménager du côté de Faa, donc il y aura tout cet espace, tout ce littoral qui sera exploité à des fins de promenade, du sport. Faisons maintenant un détour du côté du Caillou. C'est une première en Nouvelle-Calédonie. Pour lutter contre le trafic de cannabis, la brigade cynophile de la gendarmerie de Nouméa a reçu un berger malinois spécialisé dans la recherche de stupéfiants, mais pas seulement.
Voyez le reportage de nos confrères de Calédonie la Première. Jean-Benoît Faure et son chien Énergie ont été appelés par le détachement de surveillance et d'intervention de la gendarmerie pour intervenir sur un contrôle routier. Ce binôme doit inspecter les bus en provenance de la province Nord. C'est un milieu qu'on n'a pas forcément travaillé en exercice, du coup, une petite appréhension, mais ça le fait, ça le fait. Edgy. L'équipe cynophile recherche des stupéfiants. Pas de crainte à avoir pour les passagers. Énergie n'est pas un chien d'attaque. Il renifle seulement les vêtements, en quête de cannabis par exemple. Oui, garde juste les bras le long du corps. Non, le long de... Voilà, tu bouges pas. Hein. Il va sauter, mais il va pas devant. Edgy. Cherche, personne. Milieu. En haut. En haut. Il faut parler aux gens, leur dire ce qu'il en est, ce que le chien va faire sur leur personne même. Et puis voilà, le contrôle se passera bien. Après une demi-heure de fouille, le chien ne trouve aucune substance illicite. Pour être opérationnel sur le terrain, cette équipe cynophile s'entraîne régulièrement à la caserne de gendarmerie de Normandie. En fouillant ce camion, Énergie trouve plusieurs grammes de cannabis. Lui, il assimile ça donc à un jeu, tout simplement. On associe donc tout ce qui est matière à recherche, donc stupéfiants, armes, munitions, billets de banque, à son boudin, donc son jeu. Lui, dans son esprit, il cherche son jouet, tout simplement. L'entraînement continue pour Énergie. Dans ce local, il s'arrête devant des casiers où se trouvent entreposées des armes à feu et des munitions. L'arme a été utilisée. L'arme a été utilisée, donc même en la nettoyant bien, il reste toujours des molécules, des particules de poudre noire que le chien arrive à détecter. Il fait la différence entre ça et divers autres odeurs. Formé en métropole, Énergie et son maître ont été affectés il y a 2 mois au sein du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de la compagnie de Nouméa. Un véritable atout pour ces hommes qui interviennent sur réquisition du procureur et sur des flagrants délits. Un mot de culture pour clore ce journal avec une expo de street art. 2 artistes du Fénois, HTJ, connus auparavant sous le nom de Elton John et Chronos. Les 2 artistes plasticiens reviennent pour une nouvelle co-exposition riche en couleurs pour le plus grand bonheur des amateurs d'art contemporain du Fénois. Marouki Duri et Sandroli ont eu droit à un petit aperçu dans leur atelier situé à Tiperoui. Donc là, clairement, on est parti sur nos 2 signatures. Donc moi, le travail sur planche de surf et Nessie sur son travail sur palette. 2 styles, 2 sensibilités pour un duo d'artistes plasticiens talentueux et inspirants. C'est HTJ et Chronos, tous les 2 trentenaires et membres du Hamani Lab, une pépinière d'artistes peintres, sculpteurs, plasticiens, bref, leur atelier, de là où sont nées une 50aine d'œuvres. Tableaux, planches de surf ou de skate, peintes, sculptées, recollées, assemblées, leur inspiration n'a pas de limite et leur style continue d'évoluer. Ce genre de pattern, j'ai commencé à les faire il y a un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai commencé et puis en fait, au fur et à mesure, j'essaye de les utiliser de plusieurs manières différentes. Et en fait, là, pour le coup, en fait, il y a quelques mois, j'ai essayé en fait d'utiliser en fait ce pattern en tant que fond et j'ai incorporé des portraits. Et en fait, je trouvais que le résultat en fait rendait vraiment. C'était vraiment top, quoi. C'était une nouvelle découverte encore pour moi. Après l'annulation de tous les vols vers la Nouvelle-Calédonie à cause du coronavirus, leur 2e co-exposition à l'international va devoir attendre. Chronos et HTJ dévoileront donc en exclusivité le fruit de leur imagination à la galerie Winkler. Les désormais connues planches de surf de l'artiste passionné de glisse feront encore la tête d'affiche, mais pas seulement. J'essaie de varier les supports. Ouais. Donc les planches de surf, c'est une bonne partie de mon travail, mais je fais également des toiles. J'ai tendance à utiliser pas mal des éléments de la culture polynésienne. Et après, c'est mélangé avec le graffiti, qui est une grosse influence dans mon travail. Et donc maintenant, ça se ressent surtout par les couleurs, l'utilisation des couleurs et des outils, parce que je travaille beaucoup à la gomme de peinture et au feutre de peinture aussi. HTJ et Chronos finalisent actuellement leurs dernières œuvres pour en mettre plein la vue aux amateurs d'art contemporain made in Fénois. Voilà, découvrez ces 2 artistes et leurs œuvres à l'occasion du vernissage prévu le 15 octobre à la galerie Winkler.
C'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Enoha Huuti, le rameur de 34 ans porté disparu depuis hier dans la rade de Papeete, n'a toujours pas été retrouvé. Sa famille demande désespérément de l'aide pour retrouver le corps de la victime et faire leur deuil. Les recherches reprendront demain. À la une de Tahiti Info, demain donc, le quotidien titre « Médecine des îles 2.0, ça se précise ». Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio, à suivre votre série Training Day. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet